Reporter. Yorana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Ils cherchent les trésors du passé. Ces découvertes sont essentielles pour mieux comprendre les modes de vie de nos ancêtres. C'est le métier d'archéologue. Suivons le Kids Reporter dans la vallée de la Papineau sur le chantier de restauration d'un marais. Regardez. Yorana, nous sommes les Kids Reporters. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur le métier d'archéologue et sur les marae. Nous avons rendez-vous avec Marc et Jose, un spécialiste de la Polynésie. Le ministère de la Culture en Polynésie a confié à Marc et son équipe la mission de restaurer le marais To'omaru Veiotea dans la vallée de la Papineau. Bonjour, nous sommes les Kids Reporters. Ah, bonjour les enfants. Vous êtes venus pour visiter un site archéologique, c'est ça? Oui, et pour vous poser des questions. Car le métier d'archéologue nous fascine. Et as-tu toujours voulu faire ce métier? Oui, depuis tout petit, j'étais passionné par le passé et les histoires anciennes et j'avais toujours voulu être archéologue, oui. Pourquoi vous avez fait ce marae-là? C'est dans le cadre de l'association Haruru de Papineau. C'est une association culturelle. Avait envie que le site est mis en valeur pour la visite de visiteurs, de tous les gens qui viennent ici dans la vallée de Papineau. Est-ce que tu peux nous faire la visite du marae? Oui, bien sûr. Alors voilà, viens ici, ça c'est la première partie en bas qui est au-dessus de la rivière. C'est en grande papier. Ici, s'asseyait le chef et ici, les sous-chefs. Voilà. Et ensuite, on voit les autres pierres à dossier. Pour les autres sous-chefs, bien enfoncés. Hein? Après, on monte. Et ça, c'est les pierres de discours où le prêtre ou le chef, il donne son orero. Hein? Son discours en honneur de les ancêtres avant de monter sur le marais. Après, on a le marais principal de To'omaru, un ancien temple qui est lié avec un chef, il s'appelle Teta. Et ce chef vit dans le vallée en face, Tefaiti, qui avait un autre nom tahitien, Tepihaya Teta. Ça veut dire l'endroit de Teta. Et d'ailleurs, tout le marais est orienté vers cette pic de montagne. Tu vois ça en face? Cette piton s'appelle Teivi Marama. Et ça, c'est la montagne sacrée de Tefaiti et de Teta. Ce chef était un chef qui recevait tous les gens qui étaient chassés par la guerre à Tahiti aux temps anciens. C'est quoi cette plateforme-là en hauteur? Voilà, ça, en tahitien, ça s'appelle un ahu. Ça veut dire une plateforme, un hôtel, si vous voulez, de la marae. C'est là où autrefois les gens vont exposer les images de Dieu posées dessous. Le ti'i, c'est une partie de la marae hautement sacrée. Voilà, c'est la partie la plus sacrée. Normalement, les gens ne vont pas dessous. C'est que le prêtre, le taupa, qui avait le droit d'approcher la ahu et met les objets de culte dessous. Est-ce qu'ils mettaient des choses précieuses dessus? Oui, ce sont des sculptures en bois, ça s'appelle le unu, qui était érigé sur la ahu. C'est des choses pour faire joli le marais, si vous voulez. On est obligé de mettre des aoutis dessus en offrande ou on peut mettre d'autres feuilles? L'aouti, c'est un arbre sacré et dans toute la Polynésie, c'est une coutume de respecter toujours ce côté de le sacré de l'aouti. Chaque marais est différent, mais généralement, on y retrouve quand même une enceinte rectangulaire en pierre avec une cour, le tahua. Le ahu, c'est-à-dire l'espace réservé aux dieux et aux ancêtres. Les pierres dressées et en face, les pierres dossiers. Et derrière le ahu, les unu en bois pour décorer et honorer les ancêtres. Comme vous voyez sur ce marae, dans un marae, il y a plusieurs marae. Et est-ce qu'il y a ça tout le temps? Pas tout le temps, ça arrive où on va dans un vallée et on trouve dans un endroit un seul marais. Mais par contre, parfois, comme ici à To'omaru Veiotea, on a un ensemble
de structures, souvent autour d'un grand marais. Et ça, c'est le cas ici. On a To'umaru, le marais principal, avec toutes les autres marais accolés sur les deux côtés. Alors, le pied dressé central sur un marais est toujours le Matayapo. Et ce qui est sur les deux côtés, c'est toujours le Taina, le petit frère, si vous voulez. Et c'est le grand frère, normalement, qui dirige les cérémonies sur le marais familial, marais Tupuna. Alors, par exemple, ici, le chef de famille, il va assis comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ce petit marais-là. Et on voit un autre marais là-bas, encore avec 3 pieds dressés et un pierre dossier. On voit là-bas plusieurs rangements de pieds dressés, mais souvent 3. C'est toujours Matayapo, Taina, Taina. Comment ça se fait qu'il y a plein? Parce que chaque pierre correspond à un ancêtre. Alors peut-être c'est un ancêtre qui est déjà passé, c'est quelqu'un qui est mort et on fait souvenir de cette personne en érigeant une pierre en mémoire de cette personne. Et dans le rite sur le marais, on donne des offrandes à l'esprit de cette personne d'aider la famille. Ça, c'est un culte naturel, vénération de la nature. C'est pour ça que les Tahitiens et une population qui respecte beaucoup la nature, quoi. Mais comment ça se fait qu'on leur donne des offrandes, mais si ensuite il n'y a plus... Mais on ne voit pas le Tupuna, hein? Mais ils sont là, dans la nature, dans l'air. Donc ils sont cachés. Hein? Donc ils sont cachés. Ils sont cachés. On ne voit pas parce qu'ils sont passés dans un autre état spirituel. Pour restaurer le site, Marc et son équipe utilisent une technique bien particulière. Et on remarque combien de rangées il avait. Et avec un trait, on marque dessous 1, 2, 3. On fait le plan à l'échelle, on photographie et on démantelait la partie qui doit être restaurée. Et vous les avez mis pour solider ceux qui étaient déjà tombés. Enfin, ceux qui étaient encore là. Voilà, exact, c'est ça. Oh, c'est un puzzle. Un puzzle, exact, et c'est un puzzle. Et la dernière chose qui est intéressante pour vous, les enfants, c'est qu'en fait, tous ces pierres au bossage, au niveau de la symbolique, représentaient la tête de tortue. C'est un symbole de chef, parce que c'est que le chef qui avait le droit de donner le honu, la tortue, comme un offrande. C'est pour ça que... On pense que la plupart des marais ont été construits à partir du 14-15e siècle, jusqu'au début du 19e siècle. Certains marais datent même du 12e siècle, comme le marais Tapu Tapu Atea de Raiatea, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On retrouve des marais dans tout le triangle polynésien, car avec les grandes migrations, les premiers Polynésiens venus de l'ouest, des Samoa, des Tonga, vers 900 après Jésus-Christ se sont progressivement établis dans toutes les îles. En restaurant le marae, on fait parfois de belles trouvailles. Regarde Marc, j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est bien ça, c'est un éclat de néminette. Là, on voit bien, c'est le basalte typique de Papineau et on voit qu'avec un percuteur, l'artisan avait tapé là parce qu'on a toujours cette petite protubérance comme ça. Ensuite, ces trésors du passé. On ramène à le laboratoire et on fait une analyse géochimique. Ça veut dire qu'on puisse identifier la composition exacte de la pierre. Comme ça, c'est un reflet des échanges entre les îles éloignées dans de grandes pirogues double à voile. Quant aux vestiges organiques, comme les os, le bois, les peintures, l'archéologue peut aussi demander dans un laboratoire une datation par carbone 14, qui permet cette fois d'estimer l'âge en calculant le nombre d'atomes de carbone 14 qu'il reste dans le matériau. Oh, ça par contre aussi, c'est... Oui, mais ça, c'est naturel. Mais par contre, on garde ça parce que c'est bon pour caler ça. Hein? Repositionner chaque pierre est un travail minutieux réalisé par l'équipe de Marc, comme Jean et Manouteil, deux jeunes en formation archéologique. Vous pouvez nous expliquer le métier d'archéologue? Oui, c'est un métier qui concerne l'étude sur le passé humain au travers de le monde entier. On a les archéologues, bien sûr, qui travaillent en Égypte, en Grèce, en Mexique.
Et ici, dans la Polynésie aussi, on essayait de mieux comprendre cette ancienne culture. Quelles études il faut faire pour être archéologue? C'est-tu géohistoire, histoire géo, pardon. Si c'est possible, peut-être des cours en sociologie, histoire de l'art. Ensuite, si vous êtes assez compétent, hein, tu passes des examens et vous êtes vraiment motivé, tu passes aux maîtrises. C'est-à-dire Bac+5. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un master de recherche en archéologie. Puis, il faut poursuivre vers un doctorat, soit 8 ans après le bac. Par exemple, moi, j'ai fait une maîtrise sur les marailles de les îles de la Société à l'époque de l'arrivée de Bougainville et Cook, etc. Tu travailles pour qui comme archéologue? Ici, dans la Polynésie française, on travaille pour le ministre de la Culture et le service de la culture de la Polynésie française. Et c'est eux qui attribuent des projets. Et si ça nous intéresse, et si on a le moyen financièrement d'entreprendre des projets, on choisit à faire. Et quand le projet est prêt? Alors, voici les plans dessinés par Marc. À chaque fois qu'il va sur un nouveau site, il commence toujours à dessiner les plans. Et après, il voit... Et tout est dessiné minutieusement. Toutes les pierres, pierre après pierre. Alors, après que tu aies fini les plans, qu'est-ce que tu fais, Marc? Alors, je rentre au bureau et comme j'ai mon ordinateur là-bas, mon grand ordinateur, je travaille sur le plan avec un logiciel qui s'appelle Adobe Illustrator. Et comme ça, je peux mieux dessiner sur l'ordinateur. Et finalement, on préparait un rapport pour le service de la culture et le ministre de la Culture de la Polynésie française. Et ensuite, on fait une petite publication sur l'histoire de la maraille. Alors, quel outil tu utilises? Et voilà, viens, je vais vous montrer là qu'est-ce qu'on a utilisé dans notre travail quotidien. Voilà, on a tout ça. Si on trouve un objet, on nettoie avec ça autour, le pinceau, la lupe pour prendre nos prélèvements de carbone 14. Et tout ça vous sert à quelque chose? Ah oui. Tout ça est utilisé pendant nos projets de recherche. L'archéologue se sert aussi d'un décamètre. Tu vois, si on est en train de faire un plan et on veut savoir la longueur de le pavage, je mets sur le plan. OK, c'est bon. Et pour la hauteur, on utilise une grande C'est règle. quelque chose qu'on utilise souvent en archéologie. Ça s'appelle un mille. Et ici, là, on n'ouvre pas... Si on a besoin de vraiment grande structure, tu vois, 2,30 m, 2,20 m, 3 mètres jusqu'à 4 mètres. Ensuite, si tu peux me donner, voilà, c'est un boussole, tu vois, il faut toujours avoir le nord. Et c'est toujours un point de départ. Enfin, le drone. Un outil récent, mais très utile. OK. Juste avec le mur. Comme ça, on a une échelle, mais comme je fais le plan, au moins je... Pourquoi utilises-tu un drone? Parce que maintenant, ça nous aide de faire le plan. On fait le plan comme d'habitude avec un niveau, comme on a toujours fait, mais maintenant, avec un drone à une échelle, on peut mieux perfectionner notre plan archéologique. C'est bon, j'ai pris une vidéo du drone. Merci Marc, tu nous as appris plein de choses sur le métier d'archéologue. Mais c'est un plaisir. Alors les enfants, maintenant qui veut devenir un archéologue? Moi! Génial! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Qu'est-ce qu'un vestige? Réponse 1. Un monument, une chose, une trace du passé? Ou réponse 2. Une veste spéciale utilisée par les archéologues? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.